Chapitre 1 – Les fondations de la fureur. Raymond Thornfield avait bâti son empire à partir de rien, transformant une petite entreprise de construction héritée de son défunt père en la plus grande société de promotion immobilière du comté de Millbrook. À 45 ans, ses mains calleuses portaient encore les cicatrices de ses débuts à manier le marteau et à couler le béton. Mais son esprit était devenu aussi affûté qu'une lame grâce à des années de risques calculés et de partenariats stratégiques. L'ironie du sort ne lui échappait pas, il avait passé sa vie à bâtir des maisons pour des familles heureuses, tandis que la sienne s'effondrait de l'intérieur. Victoria, la belle et ambitieuse Victoria, lui avait semblé la partenaire idéale lorsqu'il s'était marié 22 ans plus tôt. Elle était alors agent immobilier, avide de succès et prête à travailler de longues heures à la hauteur de son propre dynamisme. Ensemble, ils avaient gravi les échelons d'un modeste appartement jusqu'à une vaste propriété sur Magnolia Hill, avec un court de tennis que Victoria n'utilisait jamais et une piscine qui était devenue le refuge préféré d'Emma. Emma, sa fille, avait été la lumière de son monde, héritant de sa détermination obstinée, mais tempérant celle-ci par la grâce de sa mère. Diplômée de Duke, summa cum laude, elle avait décroché un poste prestigieux dans un cabinet d'avocats de Charlotte et était désormais fiancée à Timothy Walsh, héritier d'une fortune bancaire. Ri l'avait accompagnée jusqu'à l'hôtel 1000 fois, imaginant la fierté gonfler sa poitrine lorsqu'il aurait placé sa main dans celle de l'homme qu'il avait choisi. Ce rêve s'était évanoui un mardi soir d'octobre, lorsqu'il était rentré tôt d'un chantier. La boue était encore collée à ses bottes, et il avait trouvé la BMW de Victoria dans l'allée, à côté d'une Porsche argentée qu'il ne reconnaissait pas. Les bruits provenant de l'étage lui avaient peint une image plus saisissante que n'importe quel témoignage. Ri, debout dans son propre hall d'entrée, écoutait les gémissements essoufflés de sa femme se mêler aux gémissements plus profonds d'un homme, et avait senti quelque chose de fondamental se transformer en lui. Non pas un chagrin d'amour, mais une fureur froide et calculatrice qui s'était incrustée en lui comme le gel hivernal. Il s'était retiré dans son bureau sans un bruit, s'était servi 3 doigts de bourbon et avait commencé à planifier. Raymond Thornfield ne prenait pas de décisions impulsives. Tout projet réussi exigeait une étude minutieuse, des mesures précises et une exécution impeccable. La destruction de son mariage ne ferait pas exception. La procédure de divorce avait été brutale, mais nécessaire. L'avocate de Victoria, une femme à la langue bien pendue nommée Patricia Holloway, avait dépeint Ray comme un bourreau de travail absent qui négligeait les besoins affectifs de sa famille. Il y avait suffisamment de vérité dans cette accusation pour la rendre blessante. Mais l'avocat de Ray, le légendaire Harold Pine, avait minutieusement documenté la liaison de Victoria avec Grant Holloway, le frère cadet de Patricia, un playboy de fonds fiduciaire qui n'avait jamais travaillé honnêtement de sa vie. L'accord avait été équitable au regard des normes juridiques, mais dévastateur pour l'âme de Ray. Victoria avait reçu la maison, la moitié de ses biens et une pension alimentaire substantielle. Pire encore, Emma avait choisi de vivre avec sa mère, considérant la découverte de Ray et la demande de divorce qui s'ensuivit comme une trahison de l'unité familiale. Le dîner hebdomadaire cessa. Les appels téléphoniques devinrent des cérémonies guindées. Sa fille, autrefois sa plus grande fierté, le traitait désormais comme un parent éloigné, obligé d'assister aux réunions familiales. Grant Holloway incarnait tout ce que Ray méprisait dans le privilège de l'argent. À 38 ans, l'homme avait traversé la vie grâce à la fortune pharmaceutique familiale, collectionnant voitures anciennes et femmes plus jeunes avec le même enthousiasme. Il était beau, avec cette simplicité qui lui venait de ses beaux jeans et de ses baskets personnelles hors de prix, avec ses cheveux aux reflets argentés et ce sourire confiant que l'adversité n'avait jamais éprouvé. Victoria était tombée amoureuse de lui, troquant son roi du bâtiment contre un prince de l'industrie pharmaceutique sans aucun regret apparent. L'annonce des fiançailles était parue dans les médias sociaux 6 mois après la finalisation du divorce. Victoria Thornfield deviendrait Victoria Holloway, achevant ainsi son ascension dans la haute société de Millbrook. Le mariage était prévu pour le printemps suivant, une cérémonie fastueuse au country club, où Ray n'avait jamais vraiment trouvé sa place malgré sa richesse. Ray les avait félicités tous deux avec une grâce qui l'avait surpris lui-même, serrant la main douce de Grant d'une poigne de fer et embrassant la joue de Victoria avec une indifférence éprouvée. Cependant, à l'intérieur, la machine de la vengeance avait déjà commencé son travail patient et méthodique. Chapitre 2 – Plan de vengeance. La première phase du plan de Ray exigeait qu'il devienne invisible, tel un fantôme hantant les recoins de son ancienne vie, tout en recueillant des renseignements et en nouant de nouvelles alliances. Il quitta son appartement temporaire du centre-ville pour une modeste maison de ranch à Riverside, un quartier populaire où sa présence ne susciterait ni polémique ni rumeur dans le cercle social de Victoria.
Les fiançailles d'Emma avec Timothy Walsh offraient une opportunité inattendue. L'annonce avait été cruelle. La fête de fiançailles de sa fille, organisée dans la nouvelle demeure de Victoria et Grant, avait été la première réunion de famille où Ray se sentait véritablement comme un étranger. Les parents de Victoria, les Ashford, l'avaient accueilli avec cette froideur polie réservée aux parents indésirables lors des dîners de fête. Sa sœur Caroline avait formulé des remarques acerbes sur le fait de passer à autre chose et de retrouver le bonheur. Chaque mot était soigneusement choisi pour souligner son apparent échec. Mais le mariage d'Emma serait différent. En tant que père de la mariée, le protocole exigeait sa présence et sa participation. Plus important encore, la liste des invités comprendrait tous ceux qui comptaient dans la hiérarchie sociale de Millbrook. Ceux-là même qui avaient assisté à son humiliation publique avec une fascination voyeuriste. Ce serait le décor idéal pour l'acte final de sa vengeance soigneusement orchestrée. La clé du plan de Ray ne résidait pas dans la révélation des indiscrétions passées de Grant, pourtant nombreuses, mais dans la création d'un présent si dévastateur que l'avenir de l'homme s'effondrerait sous son poids. Ray passa des mois à étudier les schémas de Grant, ses faiblesses, ses dépendances. Cet homme était avant tout orgueilleux, dépendant de son statut social et de l'image du public pour préserver son estime de soi. Il s'entourait de flagorneurs et de béni-oui-oui, des gens qui nourrissaient son ego tout en maîtrisant soigneusement ses pulsions les plus destructrices. La relation de Grant avec Victoria reposait sur un intérêt mutuel plutôt que sur une affection sincère. Elle lui offrait une femme sophistiquée et accomplie pour s'enorgueillir de ses fonctions sociales, tandis qu'il lui offrait le statut élevé qu'elle avait toujours convoité. C'était une transaction déguisée en romance. Et comme toutes les transactions, elle pouvait être perturbée par un changement des conditions économiques sous-jacentes. L'entreprise de construction de Ray offrait une couverture parfaite à ses préparatifs. Ses équipes travaillaient dans tout le comté de Millbrook, lui donnant des raisons légitimes de se rendre partout où il avait besoin de recueillir des informations ou de déployer des ressources. Ses contremaîtres étaient des hommes loyaux qui travaillaient pour lui depuis des années, comprenant sans un mot que leur patron était engagé dans une sorte de campagne exigeant discrétion et loyauté absolue. La deuxième phase consistait à établir des relations qui s'avéreraient cruciales au moment de frapper. Ray commença à assister aux réunions de planification du comté, aux ventes aux enchères caritatives et aux dîners d'affaires qu'il avait jusque-là évités. Il cultiva des relations avec des personnes qui n'étaient jusque-là que de simples connaissances. Le chef de police qui avait grandi dans le quartier de Ray. Le greffier du comté dont le mari travaillait pour l'un des sous-traitants de Ray. Le procureur fédéral qui avait joué au poker avec le défunt père de Ray des décennies auparavant. Il ne s'agissait pas tant de faveurs réclamées que de dettes reconnues. Ray avait construit la moitié des logements sociaux du comté, employé des centaines de travailleurs locaux et fait discrètement des dons à des dizaines d'œuvres communautaires au fil des ans. Lorsqu'il commença à avoir des conversations informelles sur des situations théoriques, sur ce qui se passerait si certaines irrégularités financières étaient découvertes, sur la durée habituelle des enquêtes fédérales, sur le type de preuves que les procureurs jugeaient les plus convaincantes, les gens étaient prêts à fournir des informations. L'élément le plus crucial du plan de Ray exigeait qu'il ravale sa fierté et paresse faible. Il commença à décliner les invitations, invoquant la pression du travail et des problèmes de santé. Lorsqu'il apparaissait en public, il paraissait fatigué, abattu, plus âgé que son âge. Il laissait pousser ses cheveux un peu trop longs et portait des costumes à repasser. La transformation était subtile, mais perceptible pour ceux qui le connaissaient depuis des années. Les amis de Victoria commencèrent à le décrire comme pathétique et brisé lors des dîners. Grant le taquina ouvertement au country club, plaisantant sur le pauvre Ray et son incapacité à aller de l'avant. Même Emma, lors de leurs conversations téléphoniques de plus en plus rares, exprima son inquiétude face à son déclin apparent. La performance était parfaite car elle contenait suffisamment de vérité pour être crédible. Ray était véritablement épuisé par le poids émotionnel de sa vengeance planifiée, et la solitude était réelle, même si sa cause apparente était fabriquée. À l'hiver, Ray était devenu exactement ce que tout le monde attendait de lui, un homme d'âge mûr, écrasé par le divorce et l'abandon, vivant machinalement la vie sans but ni joie réelle. C'était une pièce de théâtre magistrale qui rendrait sa résurrection d'autant plus choquante. Chapitre 3, le gambit final de l'architecte. Le printemps arriva tôt dans le comté de Millbrook, apportant avec lui la saison des mondanités et les préparatifs du mariage d'Emma. Ray maintint sa façade d'acceptation résignée tout en accélérant secrètement les phases finales de son plan. Le mariage aurait lieu au Mill Country Club le premier samedi de mai. Alors que plus de 300 invités étaient attendus pour assister à ce que les journaux mondains appelaient déjà l'événement de la saison,
l'invitation de Ray avait été délivrée avec une cérémonie méticuleuse. Emma avait insisté pour qu'il soit inclus, bien que Victoria s'y soit clairement opposée. Le compromis était d'une élégance exemplaire. Il assisterait à la cérémonie et à la réception, mais ne ferait pas partie du cortège nuptial, et son rôle serait minimisé tout au long des festivités. Il devait être l'invité du mariage de sa propre fille, observant depuis les coulisses le père de Grant conduire Emma à l'autel, fusion symbolique de deux familles déjà établies. Cet affront était intentionnel et profondément personnel, destiné à souligner son statut diminué dans la vie de sa fille. Ray l'accepta avec la même élégance défaitiste qu'il avait affichée pendant des mois, allant même jusqu'à envoyer un mot aimable remerciant Emma de l'avoir inclus malgré la complexité de la dynamique familiale. La réponse avait été parfaite, blessée mais compréhensive, fière mais sans amertume. Victoria avait montré le mot à plusieurs amis, s'en servant comme preuve de l'acceptation définitive par Ray de sa situation précaire. Ce que Victoria ignorait, c'est que Ray avait passé les mois d'hiver à nouer une relation qui allait fondamentalement modifier la dynamique de la soirée. Cassandra Montgomery avait bâti sa fortune dans les énergies renouvelables, passant d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'environnement prospère à l'une des plus influentes courtières du Sud-Est en matière d'énergie renouvelable. À 42 ans, elle était brillante, belle et totalement indifférente aux hiérarchies sociales traditionnelles. Plus important encore, pour Ray, elle avait ses propres raisons de vouloir voir Grant Holloway s'effondrer. Leur rencontre avait été soigneusement orchestrée, mais semblait tout à fait fortuite. Ray l'avait rencontré par hasard lors d'une conférence sur les énergies renouvelables à Atlanta, où son entreprise de construction étudiait des partenariats pour des projets résidentiels écologiques. Leur conversation, initialement professionnelle, avait porté sur l'intégration solaire et les systèmes géothermiques, mais s'était progressivement étendue à des sujets personnels à mesure que leur relation professionnelle se développait. Cass avait été marié à un cadre de l'industrie pharmaceutique au début de sa carrière. Une relation qui s'était terminée mal lorsqu'elle avait découvert l'implication de son mari dans une entente sur les prix qui avait coûté des millions de dollars en dépenses inutiles aux patients diabétiques. Son divorce avait été suivi d'une campagne acharnée pour dénoncer la corruption dans l'industrie pharmaceutique, ce qui lui avait valu de nombreux ennemis parmi les vieilles familles fortunées qui avaient profité des brevets médicaux et des contrats gouvernementaux. La famille de Grant avait été une cible secondaire dans ces enquêtes. Mais ce lien avait suffi à créer un terrain d'entente entre elle et Ray. Plus important encore, Cass possédait une présence imposante et un statut social qui pouvait, par sa seule présence, modifier les rapports de force. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les conversations s'interrompaient et l'attention se concentrait. Elle était exactement ce dont Ray avait besoin pour que ses plans atteignent leur paroxysme. Leur relation s'était développée naturellement au fil de mois de réunions d'affaires et de dîners prudemment décontractés. Ray avait été honnête au sujet de son divorce et de sa relation tendue avec Emma. Bien qu'il ait soigneusement omis l'ampleur de sa vengeance, Cass avait partagé ses propres difficultés face aux attentes familiales et aux pressions sociales, créant une véritable intimité qui les avait tous deux surpris. En avril, ils passaient la plupart de leur week-end ensemble, même si Ray avait pris soin de préserver leur relation. Cass comprenait son désir de discrétion, l'attribuant à son récent divorce et à ses inquiétudes quant à la réaction d'Emma. Ce qu'elle n'avait pas pleinement saisi, c'est que le secret était essentiel à l'impact psychologique que Ray entendait créer lors du mariage. La vengeance de Ray exigeait un timing précis et une exécution impeccable. Il avait passé des mois à identifier les points faibles de Grant, à cartographier les dépendances et les relations susceptibles d'être exploitées pour un effet maximal. L'orgueil de cet homme était sa plus grande faiblesse, mais il était protégé par des liens familiaux, financiers et sociaux qui rendaient toute attaque directe difficile. Ray avait opté pour une approche plus sophistiquée. Utilisant les relations de son entreprise de construction et les contacts de Cass dans le domaine des énergies renouvelables, il avait discrètement acquis des participations majoritaires dans plusieurs petites entreprises fournissant des services essentiels au mode de vie de Grant, le concessionnaire de voitures de luxe où il louait sa collection de Porsche, le service de jet privé qu'il utilisait pour ses week-ends, le spa exclusif où Victoria recevait ses soins hebdomadaires, et même le traiteur qui fournissait les repas de leur dîner. Aucune de ces acquisitions ne serait révélée avant le mariage, lorsque Grant commencerait à connaître une série de perturbations de services et de complications contractuelles. Ses demandes de location seraient rejetées pour de mystérieux problèmes de crédit. Ses rendez-vous au spa seraient annulés pour cause de conflits d'horaires. Ses restaurants préférés seraient soudainement à court de réservations. La mort surviendrait par 1000 petites blessures, chacune professionnellement plausible et juridiquement irréfutable. Mais le mariage lui-même fournirait le fondement psychologique de tout ce qui suivrait.
Lorsque Cass entrerait à la réception, prendrait la main de Ray et démontrerait son pouvoir indéfectible d'attirer des femmes remarquables, elle briserait le récit de sa défaite si soigneusement construit par Victoria et Grant. La révélation qu'il avait joué un jeu plus profond depuis le début recadrerait chacune de leurs interactions de l'année écoulée, transformant une apparente faiblesse en tromperie calculée. Ray passa la semaine précédant le mariage au dernier préparatif, confirmant que chaque élément de son plan était en place. Il avait réservé une suite au Marriott du centre-ville pour la nuit de noces, soi-disant parce qu'il serait peu pratique de rentrer chez lui en voiture après la réception. En réalité, il voulait être proche d'Emma au cas où elle aurait besoin de lui après les révélations de la soirée. Le dîner de répétition avait été une petite réception familiale à laquelle Ray avait assisté seul, assise tranquillement à une table dans un coin, tandis que Victoria et Grant régnaient avec les membres de sa famille. Emma était belle mais fatiguée. Le stress des préparatifs du mariage transparaissait dans ses yeux crispés. Elle l'avait serré brièvement dans ses bras à son arrivée et l'avait remercié d'être venu, mais leur conversation était restée guindée et formelle. « Je suis fier de toi, mon chéri », lui avait dit Ray à la fin de la soirée. « Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que tu es la plus belle chose que j'ai jamais accomplie. » Emma avait semblé perplexe devant l'intensité de sa voix, mais elle lui avait serré la main et souri. « Merci, papa. Je t'aime aussi. » Ce serait le dernier moment simple entre eux avant très longtemps. Chapitre 4. Le théâtre de l'humiliation. Le matin du mariage d'Emma arriva avec le temps printanier idéal dont rêvent les organisateurs d'événements. Ciel dégagé, brise légère, température oscillant autour de 22 degrés. Ray se réveilla dans sa suite d'hôtel à l'aube. Malgré ses préparatifs minutieux, ses muscles se tendaient d'impatience. Ce jour-là allait soit justifier des mois de planification, soit révéler son côté idiot rongé par une vengeance mesquine. Il s'habillait avec soin dans son costume gris anthracite, celui qu'Emma l'avait aidé à choisir lors de leur dernière virée shopping avant le divorce. Le souvenir le piquait, mais il le repoussa. La cannelle était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre aujourd'hui. La cérémonie était prévue à 16 h, suivie immédiatement du cocktail et du dîner. À 18 h, Ray était volontairement arrivé en avance au country club, soi-disant pour aider aux derniers préparatifs, mais en réalité pour observer l'installation et s'assurer que ses propres dispositions étaient prises. Le personnel le traitait avec une politesse différente de celle d'un membre payant, même s'il remarqua plusieurs regards entendus entre les serveurs, visiblement au courant de son changement de situation. Victoria était radieuse tandis qu'elle supervisait les dernières touches de décoration. Ses cheveux blonds relevés en un élégant chenant mettaient en valeur les boucles d'oreilles en diamant que Grant lui avait offertes pour son anniversaire. Elle portait une robe champagne qui parvenait à être éblouissante sans pour autant éclipser la mariée. Ray ressentit un pincement familier en voyant la femme qu'il avait aimée si sincèrement heureuse. Ce bonheur reposait sur les ruines de leur mariage, mais il devait admettre qu'elle le portait bien. Grant apparut à ses côtés, resplendissant dans sa jaquette et montrant déjà des signes de consommation de champagne avant la cérémonie. Il embrassa la joue de Victoria d'un air possessif, un geste clairement destiné à Ray, puis s'approcha avec le genre de sourire magnanime que les hommes riches réservent à leurs rivaux vaincus. « Ray, content que tu aies pu venir, mon vieux. Emma sera ravie d'avoir son père ici. » Les mots étaient parfaitement choisis, reconnaissant le rôle paternel de Ray tout en soulignant que c'était la générosité d'Emma, et non une obligation familiale, qui avait assuré son invitation. « Je ne manquerai pas ça, » répondit Ray, reprenant parfaitement le ton de Grant. « Emma est magnifique. Victoria et toi avez fait un travail formidable pour les préparatifs. » Le compliment était calculé pour Sting, valorisant Victoria et Grant comme une équipe tout en positionnant Ray comme une observatrice extérieure. Le sourire de Grant s'élargit, savourant ce qu'il interprétait comme de la soumission. Victoria a un goût exquis, approuva Grant. On forme une sacrée équipe, n'est-ce pas, chérie? Victoria les rejoignit, passant son bras sous Grant avec une aisance éprouvée. Les fleurs sont parfaites, dit-elle en s'adressant aux deux hommes, mais en concentrant son attention sur Grant. J'étais inquiète pour les pianis, mais ils sont absolument magnifiques. Ray hocha la tête avec appréciation, jouant son rôle d'ex-mari gracieux, reconnaissant d'être inclus. Il catalogua intérieurement chaque affront, chaque rejet désinvolte, chaque supposition sur son statut diminué. L'essence de sa colère brûlait froidement et invariablement. Une flamme maîtrisée qui allait bientôt tout consumer sur son passage. Les autres invités commencèrent à arriver vers 15 h 30. L'élite sociale de Millbrook, parée de ses plus beaux atours, bourdonnait d'excitation pour le mariage de l'année.
Ri reconnaissait la plupart des visages des divers événements caritatifs et dîners d'affaires au fil des ans, même si l'accueil qu'il reçut fut nettement plus froid que par le passé. Plusieurs personnes qui avaient autrefois recherché sa compagnie pour des opportunités commerciales potentielles lui adressèrent maintenant leurs salutations d'avant-propos avant d'entamer des conversations plus prometteuses. L'arrivée d'Emma à 15h45 fit taire la foule bavarde. La fille de Ray était resplendissante dans la robe en dentelle vintage de sa grand-mère. Ses cheveux noirs étaient ramenés en arrière pour mettre en valeur le collier de perles qui avait été le cadeau de mariage de Ray à Victoria 22 ans plus tôt. La vue de ces perles autour du cou de sa fille faillit briser son sang-froid soigneusement conservé, mais il se ressaisit en se concentrant sur un objectif plus vaste. Emma s'approcha de lui avec une nervosité évidente, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle ajustait son voile. « Papa, je suis si heureuse que tu sois là. Je sais que c'est compliqué. »« Rien n'est compliqué aujourd'hui, ma chérie, » la rassura Ray en l'embrassant doucement sur le front. « Aujourd'hui, c'est pour toi et Timothy, et ton bonheur est tout ce qui compte pour moi. » Elle lui serra la main avec gratitude, puis hésita. « Je veux te dire que le père de Grant va m'accompagner à l'hôtel. Maman pensait que ce serait moins gênant pour tout le monde étant donné les circonstances. » Ces mots frappèrent Ray comme un coup de poing, bien qu'il s'y soit attendu. L'ultime insulte de Victoria, portée par la voix hésitante de leur fille. Il s'efforça de rester calme, voire compréhensif. « Bien sûr, » dit-il doucement. « Comme tu le souhaites. Je t'encouragerai depuis le public. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Je suis désolé, papa. Vraiment. Ne t'excuse de rien aujourd'hui. » Ray lui dit fermement, « C'est ton jour. Sois heureuse. » La cérémonie elle-même était un chef-d'œuvre d'élégance traditionnelle. Le père de Timothy, un banquier distingué aux cheveux argentés et aux traits patriciens, conduisit Emma jusqu'à l'hôtel avec la dignité qui lui était due, tandis que Ri regardait depuis le 3e rang, placé derrière la famille élargie de Victoria et la famille de Grant, issue de la dynastie pharmaceutique. Le symbolisme était limpide pour tous. Ray Thornfield avait été remplacé dans la vie de sa fille par des hommes plus solides et plus stables. Victoria s'essuya les yeux pendant les vœux. Le bras de Grant autour de ses épaules, signe d'une intimité bienveillante. Plusieurs invités lancèrent un regard à Ray, certains avec pitié, d'autres avec une sorte de curiosité morbide réservée à l'humiliation publique. Il accepta leur attention avec une grâce apparente, jouant le rôle du père d'Andine qui avait appris à accepter sa situation précaire. Le cocktail commença immédiatement après la cérémonie, les invités se mêlant à la terrasse du club surplombant le 18e green. Ray se retrouva à graviter vers une table d'angle, sirotant un whisky et déclinant diverses invitations à se joindre à diverses conversations. Son isolement était à la fois sincère et stratégique. Il devait paraître blessé, mais pas amer. Défait, mais pas dangereux. C'est alors que Caroline, la sœur de Victoria, s'approcha avec son mari Richard. Tous deux légèrement ivres et enhardis par les festivités de la journée. Caroline n'avait jamais apprécié Ray, le considérant comme inférieur aux aspirations sociales de sa sœur, et le divorce lui avait donné la permission d'exprimer des opinions qu'elle avait jusque-là gardées pour elle. « Ri, mon chéri, » dit-elle avec une fausse douceur. « Tu as l'air seule ici, toute seule. Tu n'es pas venue avec quelqu'un ?» La question était suffisamment forte pour attirer l'attention des invités. Exactement comme Caroline l'avait prévu. Richard esquissa un sourire narquois à côté de sa femme, prenant visiblement plaisir à provoquer un homme incapable de riposter sans gâcher le mariage de sa fille. « Je vais bien, Caroline, » répondit Ri d'un ton neutre. « Je profitais simplement de la vue. »« Oh, mais tu aurais sûrement pu trouver quelqu'un pour t'accompagner, » insista Caroline. « Je veux dire, tu es encore raisonnablement séduisante pour un homme de ton âge, et l'argent des travaux doit bien y compter. » L'insulte fut formulée avec un sourire éclatant qui la rendait encore plus cinglante. Plusieurs invités avaient interrompu leur conversation pour écouter, sentant le drame se préparer. Ri sentit la fureur froide et familière monter dans sa poitrine, mais il garda son sang-froid. « Je préfère être seul ces jours-ci, » dit-il calmement. « Plus simple comme ça, » rit Caroline. Un bruit de cristal brisé. « Oh, chérie, tu n'as pas besoin de faire semblant avec nous. Nous savons tous que ce doit être difficile de voir Victoria si heureuse avec Grant. Ils forment un couple parfait, n'est-ce pas ?» Les mots flottaient dans l'air comme un défi. Ray sentait le poids de ses regards, l'attente de sa réponse. C'était le moment que la famille de Victoria avait préparé toute la soirée. L'humiliation finale de Raymond Thornfield,
infligée devant tous ceux qui comptaient dans leur cercle social. Ray sourit, une expression qui n'atteignit pas son regard. Victoria mérite d'être heureuse, dit-il doucement. Nous le méritons tous. C'était exactement la réponse que Caroline espérait. Une défaite gracieuse de la part d'un homme brisé qui savait où était sa place. Elle se tourna vers Richard avec satisfaction, manquant l'éclat dangereux dans les yeux de Ray qu'un observateur plus perspicace aurait pu interpréter comme de l'anticipation plutôt que de la résignation. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à sa proie d'y tomber. Chapitre 5. Le jeu de la dame. À 19h15, juste au moment où le service du dîner commençait et où les discours du soir étaient prévus, les portes principales du country club s'ouvrirent avec un rythme spectaculaire qui semblait chorégraphié. Les conversations s'essoufflèrent et les têtes se tournèrent lorsque Cassandra Montgomery entra dans la salle de réception. Ray ressentit une bouffée de satisfaction à la vue de l'inspiration collective des invités. Cass était magnifique. Elle portait une robe bleu nuit qui moulait sa silhouette athlétique tout en restant élégante et raffinée. Sa coiffure auburn, ondulée et lâche, encadrait ses traits saisissants. Mais c'était sa présence plus que son apparence qui attirait l'attention. Sa démarche assurée, son léger sourire suggérant qu'elle était au courant de secrets que les autres ne pouvaient que deviner. Sa façon d'examiner la salle tel un général évaluant un champ de bataille. Ray se leva de sa table d'angle à son approche et, d'un simple geste, transforma toute la dynamique de la soirée. Quelques instants auparavant, il paraissait isolé et vaincu. Il se tenait maintenant debout, manifestement impatient et sincèrement heureux. Le changement était subtil, mais évident pour quiconque l'avait observé toute la soirée. Désolé pour mon retard. Avec amour, dit Cass en le rejoignant, sa voix portant juste assez loin pour être entendue par les tables les plus proches. Elle l'embrassa sur la joue avec une familiarité confortable, puis glissa sa main sous son bras avec la facilité d'une intimité établie. L'effet fut électrique. Les conversations s'interrompirent complètement tandis que les 300 invités assimilaient les implications de ce qu'ils étaient en train d'observer. Raymond Thornfield, le roi de la construction, soi-disant brisé, était non seulement accompagné d'une femme magnifique, mais aussi d'une femme dont la présence au country club ne pouvait que signifier qu'elle était une personne d'une importance considérable. Le visage de Victoria était devenu pâle, sa coupe de champagne figée à mi-chemin entre ses lèvres, tandis qu'elle fixait la pièce du regard. L'expression de Grant passa de la confusion à une expression proche de l'inquiétude, conscient de la menace potentielle qui pesait sur le récit de sa soirée. Caroline resta bouche bée, sous un choc inconvenant, sa confiance initiale s'évaporant comme la brume matinale. « Mesdames et messieurs », dit Ray, sa voix résonnant dans la salle soudain silencieuse avec l'autorité d'un homme habitué à diriger des chantiers. « J'aimerais vous présenter Cassandra Montgomery. » Le nom résonna dans la foule comme une pierre tombée dans l'eau. Cassandra Montgomery, la magnate des énergies renouvelables, la femme dont l'entreprise venait de signer un contrat de 2 milliards de dollars avec l'État. La milliardaire qui avait fait la couverture de Forbes 6 mois plus tôt, l'une des dirigeantes d'entreprise les plus influentes du Sud-Est. Sa présence au mariage d'Emma était non seulement inattendue, mais bouleversante. Cass sourit gracieusement aux invités, parfaitement à l'aise d'être le centre d'attention. « Merci à tous de m'avoir laissé gâcher la fête », dit-elle avec une charmante autodérision. Je ne pouvais pas manquer de célébrer le jour spécial d'Emma, surtout après avoir tant entendu parler d'elle par Ray. Le sous-entendu était clair et bouleversant. Ray et Cass étaient ensemble depuis assez longtemps pour qu'ils puissent partager des détails sur le mariage de sa fille. Ce n'était pas un rendez-vous sans lendemain ni une tentative désespérée de paraître heureux. C'était une relation profonde et durable, soigneusement dissimulée aux yeux des observateurs de Millbrook. Emma apparut aux côtés de Ray, son éclat nuptial sublimé par une curiosité et un plaisir évident. « Papa, tu ne m'avais pas dit que tu amenais quelqu'un. » « Je voulais que ce soit une surprise, » dit Ray, son bras resserrant la taille de Cass avec une fierté possessive. « Emma, voici Cass. »« Cass, voici ma fille, Emma, la plus belle mariée de Géorgie. » Cass serra chaleureusement Emma dans ses bras, chaque geste témoignant d'une affection sincère plutôt que d'une politesse formelle. « Ton père parle constamment de toi, » dit-elle à Emma. « J'ai l'impression de te connaître déjà. Félicitations pour ton mariage. Timothy a de la chance. » La conversation se poursuivit plusieurs minutes, tandis que d'autres invités se rapprochaient peu à peu pour saisir les détails de l'échange. Ce qui devint clair pour tous les auditeurs, c'est que Ray et Cass partageaient l'intimité naturelle d'un couple qui avait dépassé l'attirance initiale pour devenir un véritable partenaire.
Elles terminaient leurs phrases, échangeaient des plaisanteries et affichaient un contact physique confortable et impossible à simuler. Victoria s'approcha finalement de Grant, qui la suivait avec une réticence évidente. De près, le contraste entre les deux femmes était encore plus saisissant. L'élégance artificielle de Victoria contre l'assurance naturelle de Cass. La grâce en société contre la chaleur authentique. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés », dit Victoria à Cass d'une voix soigneusement contrôlée. « Je suis Victoria, la mère d'Emma. »« Bien sûr », répondit chaleureusement Cass. « Ray m'a tant parlé de toi. Tu as fait un travail magnifique pour les préparatifs du mariage. » Le compliment était parfaitement juste, reconnaissant le rôle de Victoria tout en soulignant subtilement que Ray avait discuté de son ex-femme avec sa nouvelle compagne. Le sourire de Victoria se crispa tandis qu'elle assimilait les implications. Grant s'avança avec force. « Grant Holloway », dit-il en lui tendant la main. « Tous les amis de Ray sont les bienvenus ici. » Cass lui serra brièvement la main, l'expression légèrement glaciale. « Monsieur Holloway, la société pharmaceutique de votre famille, Holloway Thérapeutique, n'est-ce pas ?» Grant hocha la tête, clairement ravi d'être reconnu. « C'est vrai. J'ai été dans la famille depuis 3 générations maintenant. » Intéressant, Cass a déclaré neutre. « J'ai suivi une partie de votre industrie. Dans le ton de Cass et a commencé à diriger Grant de ce qui pourrait devenir un territoire dangereux. La silhouette a maintenant fait face à la réalité qu'elle avait été complètement fausse au sujet de sa situation. Ignoré ou piqué, il a maintenant fait l'objet d'une curiosité intense et d'un intérêt renouvelé. Les chefs d'entreprise qui l'avaient radié après le divorce ont commencé à s'approcher avec un respect renouvelé, se souvenant soudain de partenariats rentables et de connaissances mutuelles. La transformation était à la fois immédiate et profonde. Mais la plus grande satisfaction de Ray est venue de regarder Emma tout au long de la soirée. La surprise initiale de sa fille avait cédé la place à un plaisir évident de voir son père heureux et réussi. Elle a tenu à présenter Cass à ses amis, rayonnant de fierté alors qu'elle décrivait la merveilleuse petite amie de son père à quiconque écouterait. « Papa » murmura Emma pendant un moment calme. « Elle est incroyable. »« Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« Quelques mois » répondit honnêtement Ray. « Je voulais être sûr que c'était sérieux avant de la présenter à la famille. » Emma le serra étroitement dans ses bras. « Je suis tellement content pour toi. Vous méritez cela. » Les mots étaient exactement ce que Ray avait espéré entendre, mais ils portaient également un poids inattendu d'émotions authentiques. L'approbation de sa fille comptait plus qu'il ne l'avait réalisé, et voir sa joie dans son bonheur apparent a créé un mélange complexe de satisfaction et de culpabilité qu'il n'avait pas prévu. De deux familles, Ray a senti que Cass serre la main avec soutien. Elle a croisé la piste de danse et lui a tendu la main. « Je crois que cette danse vous appartient, papa », dit-elle simplement. Alors que Ray balayait sa fille sur la piste de danse, il a ressenti le poids de 300 paires d'yeux regardant leurs retrouvailles. Le symbolisme était puissant et indubitable. Emma récupérait publiquement sa relation avec son père, reconnaissant son importance continue dans sa vie malgré l'arrange de l'année précédente. Victoria regardait sans cesse à côté de son visage, son masque prudente qui ne pouvait pas vraiment cacher son invidence. Par une confusion évidente sur la façon dont la dynamique de la soirée a changé de façon spectaculaire. Se dérouler sur les semaines et les mois à venir. La performance de Ray était loin d'être terminée. Chapitre 6. Les titans web. Le matin après le mariage d'Emma a apporté un flot d'appels téléphoniques et de messages qui ont confirmé le succès du premier gambit majeur de Ray. Les médias sociaux ont bourdonné de photos de lui et de Cass à la réception, accompagnées de spéculations essoufflées sur leur relation et ses implications pour la hiérarchie sociale de Millbrook. Le récit de la défaite de Ray avait été brisé en une seule soirée, remplacé par la curiosité de sa reprise amoureuse et financière apparente. Ray a présenté des appels de félicitations d'associés commerciaux qui se sont distanciés après le divorce. Chaque conversation révélant à quelle vitesse les allégeances pourraient changer lorsque les circonstances ont changé. Le roi de la construction était de retour et tout le monde voulait s'assurer qu'il restait dans ses bonnes grâces. La transformation était à la fois gratifiante et profondément cynique, confirmant la croyance de longue date de Ray selon laquelle la loyauté était un luxe que peu pouvaient se permettre. Emma a appelé vers midi, sa voix brillante de bonheur. « Papa, je ne peux pas m'arrêter de penser hier soir. Cass est merveilleux et vous voir si heureux a rendu tout parfait. Maman a même dit qu'elle était heureuse que tu avais trouvé quelqu'un spécial. Le commentaire sur Victoria a été particulièrement intéressant.
Son ex-femme travaillait déjà pour se positionner favorablement à la lumière des circonstances de changement. Ri a déposé les informations pour une utilisation future tout en se concentrant sur la joie continue de sa fille. Je suis content que vous approuviez, ma chérie. Cass a été charmée par toi comme je le savais. Elle a hâte de mieux vous connaître. Ils ont parlé pendant encore 10 minutes de moments forts du mariage et de plans de lune de miel. Leur conversation coule avec une facilité absente depuis des mois. Le soulagement évident d'Emma de voir son père réussi et soutenu a tiré sur la conscience de Ray, mais il a éclaté le sentiment. Le bonheur de sa fille était important, mais il ne pouvait pas être autorisé à interférer avec une campagne plus large pour la justice. Cass est arrivé chez lui cet après-midi-là, après avoir passé la matinée à parcourir ses propres appels de contacts commerciaux curieux qui avaient appris sa relation avec Ray. Elle semblait amusée par l'attention plutôt que dérangée. S'installer dans sa cuisine avec une familiarité confortable de quelqu'un qui y appartenait. La famille de votre ex-femme avait l'air d'avoir avalé du verre brisé, elle a observé avec satisfaction. En particulier sa sœur, Caroline. Je pensais qu'elle pourrait vraiment s'évanouir lorsque vous m'avez présenté. Ray a versé un café pour les deux, appréciant la mémoire de l'expression frappée de Caroline. Caroline a toujours aimé être le porteur de mauvaises nouvelles de la vie des autres. Hier soir, c'était probablement la première fois qu'elle se trompait sur quoi que ce soit depuis le lycée. Ils ont passé l'après-midi à examiner le succès du soir tout en discutant des phases suivantes du plan de Ray. Cass avait accepté de participer à son programme de vengeance après avoir appris les liens familiaux de Grant avec les scandales de fixation des prix pharmaceutiques qui avaient personnellement affecté ses propres parents. Son soutien était à la fois stratégique et émotionnel, faisant d'elle un partenaire parfait pour la campagne à venir. Les perturbations du service commencent demain. Ri a dit à sa subvention découvrir que plusieurs entreprises dont il dépend subissent subitement des changements de politique qui affectent ses comptes. Rien de dramatique au départ, juste des inconvénients qui commenceront à s'accumuler. Cass hocha la tête avec approbation. Le concessionnaire automobile en premier. Son bail Porsche est renouvelé la semaine prochaine. Ils découvriront des irrégularités dans ses antécédents de crédit qui nécessitent un examen supplémentaire. Pourrait prendre des mois à résoudre. Malheureusement, le sourire qui a traversé le visage de Cass était vraiment méchant. Je suis presque désolé pour lui. Presque. Au cours des jours suivants, le plan de Ray a commencé à se dérouler avec une précision d'horlogerie. La première indication de Grant que quelque chose avait changé est venue mardi matin lorsque sa demande de renouvellement de bail a été rejetée en attendant les procédures de vérification financière améliorées. Le directeur du concessionnaire Porsche, un homme du nom de Frank, qui connaissait Grant depuis des années, semblait vraiment perplexe par la directive d'entreprise, mais était impuissant à l'emporter. Le deuxième choc de Grant est arrivé jeudi lorsque son service à réaction privée a annulé son week-end au vignoble de Martha, citant les exigences de maintenance des avions qui fonderaient indéfiniment son avion habituel. Des avions alternatifs étaient disponibles, bien sûr, mais à des taux presque triplés ses charges habituelles. L'augmentation a été présentée comme des ajustements temporaires du marché, mais aucun calendrier n'a été prévu lorsque les prix normaux pourraient reprendre. La semaine suivante, le restaurant préféré de Grant n'avait aucune disponibilité pour sa table habituelle du vendredi soir. Son spa avait cannelé les nominations permanentes de Victoria en raison de conflits d'horaires avec des rénovations qui ne semblaient pas n'avoir aucune date d'achèvement ferme. Les siennes le Golf Pro de Country Club étaient soudainement devenues indisponibles pour leurs leçons hebdomadaires, citant un horaire complet qui ne montrait aucun signe d'ouverture. Chaque perturbation a été traitée professionnellement et légalement in entrée. Les entreprises impliquées ont offert des excuses sincères et promettent de résoudre les problèmes le plus rapidement possible, mais les retards bureaucratiques semblaient affliger toutes les tentatives de solution. Grant s'est retrouvé pris au piège dans un réseau d'inconvénients mineurs qui menaçaient collectivement de démêler le style de vie qu'il avait pris pour acquis. Victoria a commencé à exprimer ses inquiétudes concernant le modèle de problèmes affectant leurs prestataires de services. C'est la chose la plus étrange, a-t-elle déclaré à Grant lors du dîner dans un restaurant qu'il n'avait jamais visité auparavant. Leur endroit habituel avait mystérieusement perdu leur réserve et n'avait aucune disponibilité pour les 6 prochaines semaines. C'est comme si nous avions été mis sur liste noire par chaque entreprise que nous utilisons régulièrement. La réponse de Grant a révélé à la fois sa paranoïa croissante et son ignorance fondamentale de la façon dont les relations commerciales ont réellement fonctionné. Les affaires. Ray n'a été que gracieux depuis le mariage. De plus, il est complètement concentré sur sa nouvelle petite amie maintenant. Avez-vous vu les photos de la vente aux enchères de charité ?
Ils avaient l'air très heureux ensemble. La vente aux enchères de charité avait été une autre apparence soigneusement orchestrée par Ray et Cass, conçue pour renforcer le profil public de leur relation tout en démontrant la pertinence sociale continue de Ray. Ils ont fait un don généreusement à plusieurs causes et ont été photographiés avec des dirigeants de la communauté qui ont été impatients de cultiver des liens avec le magnate de la construction et le magnate des énergies renouvelables. La frustration croissante de Grant a commencé à affecter son comportement d'une manière qui a créé des problèmes supplémentaires. Ces tentatives de résolution des problèmes de service sont souvent consacrées à des confrontations en colère avec des représentants du service client qui suivaient simplement les politiques d'entreprise qu'ils ne comprenaient pas. Word a commencé à se propager dans la communauté des services de Millbrook avec laquelle Grant Holloway était devenu difficile à travailler, créant un effet de boule de neige de réputation qui a aggravé ses problèmes originaux. La pression psychologique était exactement ce que Ray avait espéré réaliser. L'identité de Grant a été construite sur les privilèges sans effort et la domination sociale, qui nécessitaient tous deux le bon fonctionnement des systèmes auxquels il n'avait jamais eu à penser auparavant. Lorsque ces systèmes ont commencé à échouer simultanément, sa confiance a commencé à craquer d'une manière visible pour tout le monde autour de lui. Les patients de Victoria ont également commencé à montrer la pression car leur calendrier social est devenu de plus en plus compliqué par les perturbations du service et les problèmes de disponibilité. La femme qui a échangé du style de vie de Reyes Construction Money à la fortune pharmaceutique de Grant s'est retrouvée aux problèmes qu'elle n'avait jamais rencontrés lors de son précédent mariage. Ray avait été pratique avec les prestataires de services, établissant des relations personnelles qui garantissaient des performances fiables. Grant avait toujours cessé de s'attendre à ce que les choses fonctionnent, et quand ils ne l'ont pas fait, il n'avait aucune base pour une résolution efficace de problèmes. L'ironie n'a pas été perdue pour Ray que sa vengeance réussissait en démontrant exactement les types de compétences pratiques que Victoria avait rejetées comme sous ses aspirations sociales. Les antécédents privilégiés de Grant l'avaient laissé non préparé au défi banal de faire fonctionner les systèmes lorsqu'ils ont cessé de fonctionner automatiquement. À la fin du mois, Grant avait commencé à afficher le même type de comportement de stress que Ray avait truqué pendant son déclin apparent post-Durst. La différence était que la détresse de Grant était entièrement authentique, née de vrais problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre dans un sens croissant que les forces hors de son contrôle sapaient sa vie soigneusement construite. Ray a regardé la détérioration avec une satisfaction au froid. Sachant que le pire n'était pas encore à venir, les perturbations du service n'étaient que le mouvement d'ouverture d'une symphonie de destruction qui crescendait au cours des prochains mois. Grant Holloway avait passé sa vie à se lancer sur des avantages hérités, sans jamais apprendre les compétences nécessaires pour survivre lorsque ces avantages ont été retirés. L'éducation était sur le point de commencer sérieusement. Chapitre 7. Le calcul commence. 3 mois après le mariage d'Emma, le monde de Grant Holloway était passé d'une facilité privilégiée à un stress constant. Ce qui avait initialement semblé être une série de coïncidences malheureuses était devenu une campagne soutenue de sabotage professionnel et personnel qui commençait à affecter tous les aspects de sa vie quotidienne. La situation de la voiture était devenue particulièrement humiliante. Après que son bail de Porsche a été refusé, Grant avait tenté d'acheter un véhicule, seulement pour découvrir que son pointage de crédit avait mystérieusement chuté en raison de modèles de rapports irréguliers des institutions financières avec lesquelles il n'avait jamais fait affaire. Les concessionnaires de luxe qui avaient autrefois courtisé son entreprise l'ont désormais traité avec un scepticisme poli, nécessitant des procédures de paiement et de vérification généralement réservées aux clients avec des finances douteuses. L'irritation croissante de Victoria devenait plus difficile à cacher. La femme qui avait épousé Grant pour le style de vie élevé qu'il a représenté s'est retrouvée à traiter le genre de problème banal qu'elle s'attendait à laisser pour toujours. Ses amis avaient commencé à faire des commentaires subtils sur les difficultés financières apparentes du couple. Les observations qui ont piqué particulièrement profondément parce qu'elles venaient de personnes que Victoria avait déjà regardées pendant son mariage avec Ray. Peut-être que nous devrions envisager de déménager, a suggéré Victoria lors de l'une de leurs conversations de plus en plus tendues. Un changement de paysage pourrait nous aider à recommencer. La réaction de Grant a été rapide et défensive. Nous ne nous enfuis pas à cause de certains problèmes de service temporaires. C'est notre maison, notre cercle social. Je ne serai pas chassé par quoi que ce soit qui cause ces problèmes. La déclaration a révélé que la paranoïa croissante de Grant et son incapacité à accepter que ces problèmes pourraient être le résultat de l'action délibérée de quelqu'un d'autre. Sa fortune pharmaceutique l'avait isolé de l'adversité réelle depuis si longtemps qu'il ne pouvait vraiment pas concevoir une personne possédant à la fois la motivation et la capacité d'orchestrer une campagne aussi complète contre lui. Ray, quant à lui,
avait soigneusement documenté tous les aspects de la détérioration de Grant par le biais d'un réseau d'informateurs et de connexions commerciales. Ces équipes de construction ont travaillé dans tout le comté, offrant des opportunités naturelles de rassembler des informations sur les difficultés quotidiennes de Grant. L'image qui a émergé était d'un homme qui se sépare lentement sous les pressions qu'il n'a jamais appris à gérer. La phase suivante du plan de Ray a nécessité une action plus directe. En utilisant des sociétés écrans et des partenariats intermédiaires, il a commencé à cibler la position sociale de Grant par les institutions qui comptaient le plus dans la communauté d'élite de Millbrook. Le country club où Grant avait été adhésif pendant 15 ans a soudainement découvert des irrégularités dans l'historique de son compte qui nécessitaient un examen approfondi. Son abonnement au club de yacht exclusif a été suspendu en attendant la résolution des préoccupations administratives qui semblaient se multiplier plutôt que de résoudre au fil du temps. Le plus dommageable de tous, les engagements caritatifs de Grant ont commencé à tomber en raison de la restructuration organisationnelle aux fondations où il avait siégé à des conseils pendant des années. La fortune pharmaceutique qui avait garanti son accueil à l'organisme de bienfaisance Galas et les dîners de collecte de fonds étaient soudainement insuffisants pour maintenir ses positions sociales lorsque des questions se posaient sur sa récente volatilité financière. La réponse de Victoria à leur exil social a été de blâmer la gestion de leurs problèmes par Grant plutôt que les problèmes eux-mêmes. « Vous êtes trop agressif avec ces gens », lui a-t-elle dit après sa dernière confrontation avec un administrateur de country club. Quoi qu'il en soit, nous devons le gérer diplomatiquement, pas comme une sorte de guerre. L'explosion de Grant était prévisible et révélatrice. C'est une guerre. Quelqu'un nous cible délibérément. Et vous vous inquiétez d'être diplomatique ? Nous devons riposter, pas rouler et l'accepter. L'argument s'est intensifié dans leur premier combat sérieux depuis qu'il s'est marié avec Victoria à passer la nuit chez sa sœur Caroline. La séparation a été brève mais symboliquement significative. Pour la première fois, Victoria se demandait si sa mise à niveau de Ria Grant avait été aussi avantageuse qu'elle l'avait pensé à l'origine. Ria a pris le combat par Caroline elle-même, qui l'a appelée de façon inattendue après la visite de la nuit de Victoria. La conversation a été maladroite mais éclairante, révélant que la famille de Victoria commençait à réévaluer leur traitement de Ray à la lumière de son succès apparent avec les luttes visibles de Cass et Grant. « Je vous ai peut-être mal jugé lors du mariage », a admis Caroline avec une réticence évidente. Victoria dit que vous n'avez rien d'autre à soutenir qu'Emma, et clairement vous avez atterri sur vos pieds avec votre nouvelle relation. Ray a accepté les excuses gracieusement tout en cataloguant en interne ses implications. La famille de Victoria commençait à couvrir leur pari. Le maintien de relations qui pourraient s'avérer précieuses si le déclin apparent de Grant se poursuivait. Le changement de allégeance était à la fois prévisible et utile pour les objectifs à long terme de Ray. La perspective d'Emma sur la situation était plus préoccupante. Sa fille avait remarqué le stress évident de Grant pendant les dîners de famille et avait commencé à poser des questions sur ce qui pourrait causer ces difficultés. Son empathie naturelle l'a rendue sympathique aux difficultés de Grant, même si elle ne l'aimait pas particulièrement en tant que personne. « Papa, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à propos de Grant ces derniers temps ?» demanda Emma lors de l'une de leurs réunions de déjeuner régulières. « Il semble vraiment stressé par quelque chose et maman commence à s'inquiéter. » Ray a soigneusement choisi ses paroles. « Les affaires peuvent parfois être difficiles. Je suis sûr que tout ce qui le dérange finira par se dérouler. » La réconfort était techniquement véridique tout en évitant toute mention de son propre rôle dans les problèmes de Grant. Emma semblait satisfaite de l'explication, bien que Ray ait remarqué qu'elle faisait plus attention à la dynamique de la maison de sa mère. Le 4e mois a apporté la première humiliation publique majeure de Grant. Le gala caritatif annuel de sa société pharmaceutique, un événement qu'il avait personnellement organisé au cours de la dernière décennie, a été annulé en raison de complications logistiques imprévues qui ont rendu le lieu prévu indisponible. Des lieux alternatifs ont été réservés ou exigés de dépôts que les subventions actuellement gelées ne pouvaient pas fournir. L'annulation a envoyé des ondulations par le biais de la communauté sociale de Millbrook, marquant la première fois depuis des années que la famille Holloway n'avait pas réussi à s'engager sur un engagement social majeur. Les tentatives de Grant d'expliquer la situation ne font qu'aggraver les choses, car ses théories de plus en plus paranoïaques sur le sabotage délibéré le rendaient instable pour les personnes qui le connaissaient depuis des années. Les patients de Victoria ont finalement cassé complètement au lendemain de l'annulation du gala. « Cela devient gênant », a-t-elle déclaré à Grant lors d'une confrontation qui a été entendue par leur femme de ménage et s'est rapidement répandue par le réseau du personnel domestique qui a servi des familles riches de Millbrook. Quelle que soit la cause de ces problèmes, vous devez le résoudre ou trouver quelqu'un qui le peut.
La réponse de Grant a révélé toute l'étendue de sa détérioration psychologique. Vous pensez que c'est ma faute? Vous pensez que je suis en quelque sorte responsable de toutes les entreprises que nous traitons à changer soudainement leur politique? Quelqu'un nous fait cela et jusqu'à ce que vous acceptiez cette réalité, nous ne pouvons pas riposter efficacement. L'accusation selon laquelle Victoria était en quelque sorte complice de leurs problèmes a marqué un nouveau creux dans leur relation. Pour la première fois depuis leur mariage, Victoria a commençait à se demander ouvertement si Grant possédait la compétence et la stabilité qu'elle s'attendait lorsqu'elle l'avait choisi pour Ray. Ray a observé ces développements avec une profonde satisfaction, sachant que le fondement psychologique de la vie de Grant commençait à s'effondrer exactement comme prévu. L'homme qui avait volé sa femme découvrait que le privilège sans substance était une maison construite sur du sable, vulnérable à toute pression soutenue appliquée avec intelligence et détermination. Mais la plus grande satisfaction de Ray est venue d'une source inattendue. Le respect croissant d'Emma pour sa résilience et son succès apparent. Sa fille avait commencé à chercher ses conseils sur diverses questions, le traitant comme une source de sagesse plutôt que la silhouette vaincue qu'elle avait opposée après le divorce. La relation qu'ils reconstruisaient était basée sur un véritable respect mutuel plutôt que sur l'obligation, créant quelque chose de plus fort que ce qu'ils partageraient avant la trahison de Victoria. Le piège que Ray avait passé des mois à construire commençait enfin à fermer sa proie prévue. Chapitre 8. L'avalanche. Au 6e mois qui a suivi le mariage d'Emma, la vie soigneusement construite de Grant Holloway s'était effondrée dans le chaos à peine contrôlé. La destruction systématique de son réseau de soutien s'était accélérée au-delà même des attentes de Ray, créant une cascade d'échecs qui se nourrissait d'eux-mêmes avec un élan croissant. Le point de rupture est survenu lorsque le conseil d'administration de la société pharmaceutique de Grant a qualifié une réunion d'urgence pour répondre aux préoccupations concernant ces modèles comportementaux récents et leur impact potentiel sur la réputation des entreprises. Ces réponses de plus en plus erratiques aux défis commerciaux combinées à ces accusations paranoïaques concernant le sabotage coordonné ont commencé à affectation des relations avec des partenaires clés et des agences de réglementation. La présentation de Grant au conseil d'administration a été un désastre qui a cimenté sa réputation d'instabilité. Au lieu de répondre à des problèmes commerciaux spécifiques, il a lancé dans une théorie du complot déclenché sur les rivaux commerciaux et les ennemis personnels qui coordonnaient les attaques contre son style de vie et sa position sociale. Les dirigeants pharmaceutiques ont écouté de plus en plus d'alarmes alors que leurs collègues décrivaient des parcelles élaborées impliquant des agences de crédit, des prestataires de services et des institutions sociales. Grant a interrompu le président du conseil d'administration Walter Phillips, un ami de la famille pendant 3 décennies. Ce que vous décrivez ressemble au produit d'un stress important. Vous devriez peut-être envisager de prendre un certain temps des opérations quotidiennes pour répondre à tout ce qui affecte votre jugement. La suggestion de congé forcé a été la paille finale pour le sang-froid de Grant. Son explosion lors de la réunion du conseil d'administration comprenait des attaques personnelles contre des collègues qu'il avait soutenus pendant des années, des accusations sauvages concernant leur implication potentielle dans ces problèmes et des menaces de poursuites judiciaires contre quiconque a tenté de le retirer du leadership d'entreprise. La réunion s'est terminée par la suspension immédiate de Grant de toutes les tâches de l'entreprise, épinglant un examen complet de son aptitude aux responsabilités des cadres. La fortune pharmaceutique qui avait défini son identité et soutenu son style de vie était soudainement hors de sa portée. Frisé par action du conseil d'administration jusqu'à ce que l'évaluation psychologique puisse être achevée. Victoria a appris la suspension des entreprises de Grant par le biais de Caroline, qui avait entendu la nouvelle par le biais de son mari, Richard's Business Connection. La révélation selon laquelle les problèmes de Grant se sont étendus au-delà des perturbations de service gênantes dans de sérieuses questions sur sa stabilité mentale ont forcé Victoria à affronter les réalités qu'elle essayait d'ignorer depuis des mois. Cela ne peut pas continuer, a déclaré Victoria à Grant lors de la confrontation qui a suivi son retour de la réunion désastreuse du conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la cause de ces problèmes, nous avons besoin d'une aide professionnelle pour y remédier. La réponse de Grant était entièrement prévisible et profondément révélatrice. Plutôt que de reconnaître sa situation de détérioration, il a doublé sur les théories du complot tout en ajoutant Victoria elle-même à sa liste d'ennemis potentiels. Peut-être que vous en avez partie, a-t-il dit avec une véritable suspicion. Peut-être que vous avez été en contact avec Ray, coordonnant toute cette campagne. Vous semblez certainement impatiente de vous éloigner de moi chaque fois que des problèmes surviennent. L'accusation selon laquelle Victoria collaborait secrètement avec son ex-mari pour détruire son mariage actuel a franchi une ligne qui ne pouvait pas être décroisée. Pour la première fois depuis le début de leur relation, Victoria a vu Grant non pas comme un partenaire sophistiqué,
mais comme un homme paranoïaque dont l'emprise sur la réalité devenait dangereusement ténue. Je vais rester avec Caroline pendant quelques jours, a annoncé Victoria avec une finalité froide. Lorsque vous êtes prêt à discuter de cette situation rationnellement sans théorie sauvage et attaque personnelle, nous pouvons parler des prochaines étapes. Le départ de Victoria a marqué le début de l'isolement social complet de Grant. Ses collègues de la société pharmaceutique l'ont évité à la suite de la débâcle de la réunion du conseil. Son adhésion au country club avait été révoquée en permanence en raison de la conduite incompatible avec les normes du club. Ses quelques amis restants ont trouvé son comportement de plus en plus erratique, épuisant et embarrassant. Ray a surveillé ses développements à travers son réseau d'informateurs tout en maintenant une distance minutieuse de toute implication directe. L'effondrement psychologique de Grant se déroulait exactement comme prévu. Mais Ray devait s'assurer qu'aucune preuve ne pouvait le connecter à la campagne systématique qu'il avait déclenchée. La réaction d'Emma à la détérioration visible de Grant a été complexe et troublante. Sa compassion naturelle l'a rendue sympathique à quiconque éprouve une détresse évidente, même quelqu'un qu'elle n'avait jamais aimé. Au cours d'un déjeuner avec Ray, elle a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation de sa mère et a demandé si Ray pensait qu'elle devrait offrir un soutien. « C'est entre vous et votre mère. » Sweetheart, Ray a répondu attentivement. Les relations familiales sont compliquées, surtout lorsqu'elles impliquent une personne qui a clairement du mal avec d'eux. Grave problème. Emma a étudié le visage de son père avec la forte intelligence qu'elle avait héritée des deux parents. Vous ne semblez pas très surpris par ce qui se passe pour accorder. La plupart des gens sont choqués par la rapidité avec laquelle les choses se sont effondrées pour lui. L'observation était perspicace et potentiellement dangereuse. Ray a pris soin d'exprimer une préoccupation appropriée concernant les difficultés de Grant sans manifester un intérêt excessif dans leurs détails. La question d'Emma a suggéré qu'elle pourrait commencer à soupçonner des liens qui pourraient compromettre la planification minutieuse de Ray. J'ai vu ce que le stress peut faire aux gens qui réussissent, a déclaré Ray à vrai dire. Parfois, lorsque tout dans la vie de quelqu'un dépend des systèmes qui fonctionnent parfaitement. Toute perturbation peut créer des problèmes en cascade qui deviennent écrasantes. L'explication a satisfait la curiosité immédiate d'Emma tout en renforçant l'image de Ray en tant que personne avec une sagesse dure sur les pressions commerciales. Elle semblait rassurée par sa perspicacité apparente plutôt que de se méfier de ses connaissances. L'humiliation publique finale de Grant est survenue lors de la vente aux enchères caritatives annuelles de Millbrook, un événement qu'il a copulé au cours des 5 dernières années. Son absence du comité de planification avait été maladroite mais gérable. Mais son apparence inattendue aux enchères elle-même a créé une scène qui est devenue légendaire dans les cercles sociaux locaux. Grant est arrivé à l'événement manifestement en état d'ébriété et a immédiatement commencé à affronter d'autres participants au sujet de leur implication potentielle dans sa persécution. Il a accusé les organisateurs des enchères de l'avoir délibérément exclu des postes de direction, a exigé des explications de rivaux commerciaux sur leur campagne coordonnée contre lui et a généralement créé une telle perturbation que la sécurité a été appelée à l'escorter depuis les lieux. Le spectacle a été observé par 300 des résidents les plus influents de Millbrook, dont beaucoup qui connaissaient la subvention depuis des décennies. Sa transformation d'un cadre pharmaceutique sophistiqué au théoricien du complot paranoïaque a été complète et irréversible, marquant son exil permanent des cercles sociaux qui avaient autrefois défini son identité. Victoria a demandé le divorce le lundi suivant, citant des différences irréconciliables et demandant une séparation immédiate des actifs. Sa pétition comprenait une documentation détaillée du comportement récent de Grant, créant un dossier juridique qui rendrait toute réconciliation impossible, même si son état mental s'améliorait. Ray a appris le dépôt de divorce par le biais de Harold Pine, son propre avocat, qui avait été contacté par l'avocat de Victoria, des complications potentielles impliquant des liens sociaux partagés. La conversation a été brève et professionnelle, mais Ray a détecté la satisfaction de la voix de Harold car il a déclaré la chute complète de Grant. N'aurait pas pu arriver à une personne plus méritante, observa Harold avec une émotion inhabituelle. Certaines personnes doivent apprendre que les actions ont des conséquences, même si ces conséquences prennent du temps à se développer. La réponse de Ray était soigneusement neutre, exprimant une préoccupation appropriée pour le bien-être d'Emma tout en évitant tout commentaire qui pourrait suggérer une implication personnelle dans la destruction de Grant. Mais à l'intérieur, il a ressenti la profonde satisfaction d'un maître artisan dont le projet complexe avait atteint une exécution parfaite. Grant Holloway avait été systématiquement dépouillé de tout ce qui comptait pour lui. Sa réputation commerciale, sa position sociale, son mariage et finalement sa santé mentale. L'homme qui avait volé la femme de Ray et se moquait de sa faiblesse apparente avait été révélé comme fondamentalement creux,
dépendant de soutien externe qui pouvait être supprimé par une personne avec une détermination suffisante et une intelligence stratégique. La campagne pour la justice était presque terminée. Seul l'acte final est resté. Chapitre 9. La victoire du maître. Elle sortirait d'un mariage avec suffisamment d'argent pour mener une vie confortable, bien que loin du statut social élevé dont elle jouissait autrefois en tant qu'épouse de Grant. L'événement le plus satisfaisant pour elle fut la réconciliation complète d'Emma avec son père. Sa fille avait progressivement compris que la faiblesse apparente de Ray après le divorce était une transition soigneusement gérée plutôt qu'une véritable défaite. Elle avait commencé à poser des questions approfondies sur ses stratégies commerciales et sa philosophie personnelle, développant un véritable respect pour sa résilience et sa pensée stratégique. « Tu n'as jamais abandonné, n'est-ce pas, papa ?» demanda Emma lors d'un de leurs dîners hebdomadaires dans la nouvelle maison de Ray. « Même quand tout le monde pensait que tu étais fini, tu préparais quelque chose. » Ray pesait ses mots avec soin, entretenant l'illusion que sa guérison avait été naturelle plutôt qu'orchestrée. « J'ai appris qu'il faut parfois se laisser sous-estimer. Cela donne la liberté de travailler sans interférence. » Emma hocha la tête pensivement, son intelligence perçante suggérant que Ray espérait qu'elle n'irait pas trop loin. Sa fille devenait une avocate redoutable, dont l'instinct pouvait la conduire à des questions embarrassantes sur la destruction systématique de Grant. Cass sortit de la cuisine, une bouteille de vin à la main, et s'installa à côté de Ray avec la sérénité d'un partenariat établi. Leur relation avait bien évolué, dépassant largement ses origines d'alliance stratégique, pour se muer en une affection sincère qui les surprit tous deux par sa profondeur et sa durabilité. Grant demande des visites, mentionna Cass avec désinvolture. L'établissement avait appelé Victoria, mais elle refusait de le recevoir. Apparemment, il est convaincu que vous êtes en quelque sorte responsable de ses problèmes. Le sourire de Ray était froid de satisfaction. Grant a toujours été plus doué pour attribuer la faute que pour accepter les responsabilités. La maladie mentale est une chose terrible, mais elle n'excuse pas les choix qu'il a faits avant sa dépression. L'observation était techniquement juste, tout en évitant toute reconnaissance du rôle réel de Ray dans la chute de Grant. Même Cass, qui avait participé à certains aspects de la campagne, ignorait l'ampleur des préparatifs de Ray ni la coordination complexe requise pour parvenir à une destruction aussi complète. L'expression d'Emma se fit troubler. « Je le plains malgré tout. Personne ne mérite une maladie mentale. » Ray observa le visage de sa fille, reconnaissant l'empathie qui la rendait à la fois admirable et potentiellement problématique. La compassion d'Emma était sincère et profonde. Des qualités qui lui seraient utiles en tant qu'avocate, mais qui pourraient compliquer son acceptation des dures réalités de la justice et de la vengeance. Grant a fait ses choix alors qu'il était parfaitement sain d'esprit, dit Ray doucement. Il a choisi de séduire une femme mariée, de briser une famille et de se moquer de l'homme dont il avait contribué à détruire la vie. Ses problèmes actuels n'effacent ni ses décisions ni leurs conséquences. Ces mots avaient plus de poids qu'Emma ne le pensait, servant à la fois d'explication et d'avertissement. Le code de Ray était simple et impitoyable. La trahison avait des conséquences inévitables, que ce soit par la malchance ou par des appels à la clémence. Grant avait appris cette leçon trop tard pour tirer profit de la connaissance. La situation de Victoria était plus complexe et, au final, plus satisfaisante pour Ray. Elle avait perdu la fortune pharmaceutique de Grant, mais avait acquis une solide compréhension de la différence entre force véritable et privilège hérité. Son statut social avait dégringolé, passant de la royauté pharmaceutique à la classe moyenne aisée, la forçant à reconstruire des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'avantage financier. Plus important encore, Victoria avait commencé à traiter Ray avec la courtoisie sincère qu'elle réservait autrefois à ceux qu'elle considérait comme ses égaux. Leurs interactions lors des visites d'Emma étaient cordiales et respectueuses, marquant un changement radical par rapport au mépris dédaigneux dont elle avait fait preuve durant les dernières années de leur mariage. « Je t'ai mal jugé », avoua Victoria lors d'une rencontre fortuite au cabinet d'avocat d'Emma. « Je pensais que Grant représentait la sécurité et la sophistication, mais c'était toi qui avais la vraie substance. Je suis désolé pour la fin de notre relation. » Ray accepta les excuses avec grâce, tout en notant intérieurement leur timing stratégique. Le respect retrouvé de Victoria reposait sur son apparent succès auprès de Cass et sur l'échec évident de Grant en tant que mari et pourvoyeur de revenus. Ses regrets étaient sincères, mais conditionnels, dépendant des circonstances qui renforçaient la supériorité de Ray sur son second mariage raté. « Nous avons tous les deux commis des erreurs », répondit Ray avec diplomatie. « Ce qui compte désormais, c'est le bonheur d'Emma et le maintien de relations familiales harmonieuses. »
La conversation fut brève et professionnellement agréable, mais elle marqua l'aveu définitif de Victoria qu'elle avait fait le mauvais choix en troquant les solides compétences de Ray contre les avantages hérités de Grant. Cet aveu était plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance directe. La célébration de l'anniversaire de mariage d'Emma offrit à Ray l'occasion idéale d'afficher son triomphe. Lui et Cass organisèrent un dîner dans leur maison au bord du lac, invitant Emma et Timothy ainsi que des amis soigneusement sélectionnés, représentant de l'influence sociale renouvelée de Ray. Parmi les invités figuraient des chefs d'entreprise, des personnalités politiques et des influenceurs culturels jusque-là hors de portée de Ray. Victoria était présente en tant que mère d'Emma. Sa présence témoignait de la nouvelle dynamique familiale née des bouleversements de l'année précédente. Elle se montra courtoise et remercia à juste titre l'hospitalité de Ray, jouant le rôle qui lui était assigné dans la chorégraphie soignée de la soirée. La conversation au dîner a naturellement porté sur les récents développements économiques et les changements sociaux au sein de la communauté de Millbrook. Le nom de Grant a été brièvement évoqué en lien avec la réorganisation en cours de son entreprise pharmaceutique. Mais la discussion était plus clinique que personnelle, considérant sa chute comme une conséquence malheureuse mais prévisible de son instabilité personnelle. Certaines personnes ne sont pas faites pour supporter une pression soutenue, a observé Harold Pine, l'avocat de Ray, qui est devenu un invité régulier de ce genre de réunion. La réussite exige une résilience que tout le monde ne possède pas, quel que soit son parcours ou ses avantages. Ces commentaires ont suscité une discussion plus large sur le lien entre privilèges hérités et réussite acquise, réapportant des observations fondées sur son expérience dans le secteur de la construction. Ces réflexions ont été accueillies avec une attention respectueuse par les invités, qui reconnaissaient une véritable sagesse acquise au fil de décennies d'expérience pratique. Emma a suivi la soirée avec une fierté évidente pour la résurrection sociale et le bonheur personnel de son père. Le contraste entre la situation actuelle de Ray et son déclin apparent après le divorce n'a échappé à personne, y compris Victoria, qui semblait sincèrement satisfaite du rétablissement de son ex-mari. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Emma prit Ray à part pour une conversation privée qui durait depuis des mois. « Papa, j'ai une question à te poser directement », dit-elle avec une franchise qui la rendait efficace au tribunal. Les problèmes de Grant, n'étaient-ils pas entièrement une coïncidence, n'est-ce pas? Ray observa le visage de sa fille, reconnaissant l'intelligence vive qui avait rendu la question inévitable. Emma méritait l'honnêteté, mais la vérité complète l'accablerait d'un savoir qu'elle aurait peut-être du mal à accepter. Grant s'était fait des ennemis par ses propres choix et son comportement. Ray répondit prudemment. Quand on construit sa vie sur les apparences plutôt que sur le fond, toute pression soutenue peut tout faire s'écrouler. Je n'ai pas créé ses faiblesses. J'ai juste veillé à ce qu'elles soient mises à l'épreuve. Emma hocha lentement la tête, assimilant l'aveu sans être visiblement choquée ni désapprouvée. Il a détruit notre famille et s'est moqué de toi publiquement. Tu as fait en sorte qu'il paie pour ses choix. J'ai fait en sorte que justice soit rendue. Ray corrigea. Il y a une différence entre vengeance et responsabilité. Grant a appris que les actes ont des conséquences, même pour ceux qui se croient protégés par la richesse et la position sociale. Cette distinction était importante pour l'image que Ray avait de lui-même et cruciale pour qu'Emma puisse comprendre le caractère de son père. Ce n'était pas un homme mesquin en quête de vengeance, mais un stratège, veillant à ce que la trahison ait un prix. La campagne contre Grant avait été axée sur la justice plutôt que sur la satisfaction personnelle. Emma serra son père dans ses bras, sa réponse le surprenant par sa chaleur et son acceptation. « Je suis fier de toi, papa. Tu n'as jamais cessé de te battre et tu n'as jamais transigé sur tes principes. C'est le genre de force autour de laquelle je veux construire ma vie. » Cette conversation marqua la transition finale d'Emma, de fille déchirée entre des parents divorcés et déchirée, à fille fière d'un homme qu'elle avait appris à respecter sincèrement. La patience stratégique de Ray lui avait non seulement permis de retrouver son statut social et son bonheur personnel, mais aussi l'admiration et l'amour de sa fille. Tandis que Cass les rejoignait sur la terrasse surplombant le lac, Ray songea à la plénitude de son triomphe. Grant Holloway était interné en psychiatrie, sa fortune gelée et sa réputation détruite. Victoria avait tiré de douloureuses leçons sur la différence entre substance et apparence. Emma s'était réconciliée avec son père dans des conditions qui reconnaissaient sa force et sa sagesse. Plus important encore, Ray avait prouvé à lui-même et à tous ceux qui comptaient que Raymond Thornfield n'était pas un homme à sous-estimer ou à rejeter. Son empire avait été bâti sur des fondations solides, inébranlables par la trahison personnelle ou l'humiliation sociale. Éprouvé par les épreuves ultimes du divorce et des moqueries publiques,
il en était ressorti plus fort et plus dangereux que quiconque l'aurait imaginé. Le roi de la construction avait reconquis son trône. Mais plus encore, il avait démontré que le véritable pouvoir résidait dans le caractère plutôt que dans les circonstances, dans la réflexion stratégique plutôt que dans un avantage hérité. Grant Holloway avait appris cette leçon bien trop tard pour en tirer profit. Mais ceux qui envisageraient de contrarier Raymond Thornfield en comprendraient les enjeux. Debout sur sa terrasse avec la femme qu'il aimait et la fille dont il avait regagné le respect, Ri regardait le soleil se coucher sur une eau qui reflétait non seulement la lumière, mais aussi l'image d'un homme qui avait reconstruit sa vie sur des ruines stratégiques. La victoire était totale, justice rendue, et l'avenir prometteur, plein de possibilités que ses ennemis n'auraient plus jamais le pouvoir de menacer. Au final, Raymond Thornfield avait prouvé que la meilleure vengeance n'était pas un plat servi froid. C'était un chef-d'œuvre servi au bon moment à un public qui n'oublierait jamais la leçon qu'il enseignait sur la véritable nature de la force et les conséquences inévitables de la trahison. Grant Holloway recouvrerait peut-être la raison un jour, mais il ne se remettrait jamais de l'enseignement que Raymond Thornfield lui avait donné sur la différence entre paraître puissant et posséder réellement le pouvoir. Cette connaissance serait le fardeau permanent de Grant, un rappel que certaines erreurs ont des conséquences éternelles. Ri sourit tandis que l'obscurité s'installait sur le lac, sachant que justice avait été rendue avec la précision et la minutie qui caractérisaient tous ses projets réussis. Les fondations étaient solides, la structure achevée, et le chef-d'œuvre achevé exactement comme prévu. Et voilà. Une autre histoire se termine.